Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans votre nouvelle émission Cinespot, un rendez-vous dédié au métier du cinéma. Nous allons donc mettre en lumière des talents qui, sans leur apport, aucun film ne verrait le jour. Alors, finalement, qui se cache derrière la caméra pour avoir un tel résultat sur le grand écran? Quelle est la démarche de cette émission? Au programme, nous allons recevoir un chef opérateur que l'on ne présente plus, un réalisateur photographe souhaitant apporter sa pierre à l'édifice au sein de notre paysage audiovisuel, et pour finir, une sélection de films à voir absolument au cinéma. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir ce premier invité, et ce, juste après. Hamoudi Lagoun, bienvenue à vous et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être parmi vous. Nous avons eu l'occasion de se voir à plusieurs reprises, c'est toujours au sujet du cinéma, mais dans d'autres émissions, si je me rappelle bien. Oui, oui. Notamment à Naba, il y a de cela un an aussi. Oui, exactement. Capsule, voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Hamoudi Lagoun, chef opérateur, directeur photo, on dit ça, directeur photo, chef opérateur. En quelque sorte, c'est avec vous, on peut dire cette fameuse phrase, et la lumière fut. On peut effectivement utiliser cette image. On peut souligner, voilà. Alors, Hamoudi, une fois le scénario en main, là, c'est top départ. Une fois le scénario en main, c'est le top départ. Comment s'effectue la première approche vis-à-vis du projet? Est-ce qu'il y a un travail lecture et collaboration qui prime, c'est-à-dire en amont, avant de démarrer, je dirais, cette aventure visuelle? Une fois le scénario en main? En fait, dès la lecture du scénario, on a, normalement, si un scénario est bien écrit, ou s'il est écrit selon la convention universelle, le scénario est un document qui s'adresse beaucoup plus à l'équipe technique. Ce n'est pas un document qui va être vendu. Donc, et doit être écrit d'une manière la plus claire et surtout la plus suggestive. C'est-à-dire, dès la lecture, on doit normalement visualiser le film, ou avoir une idée de ce que ça suggère comme mouvement, comme déplacement. Il y a des indices qu'on peut déjà déchiffrer du scénario. Là, on reste toujours dans le domaine de la collaboration, et là je parle de cette collaboration avec le réalisateur, c'est-à-dire cette démarche, c'est-à-dire comment vous arrivez à traduire son intention visuelle. Est-ce qu'il y a une discussion préalable, c'est-à-dire comment s'effectue? Parce qu'il y a une intention visuelle. Et vous travaillez ça en collaboration avec le réalisateur, parce que c'est le film, et comment vous arrivez à traduire son intention visuelle? Travailler sur un film, c'est d'abord, un film, c'est le point de vue d'une personne, c'est le réalisateur, c'est celui qui apporte cette vision. Donc tous les collaborateurs du réalisateur sont au service de la mise en scène, déjà. Donc on doit s'adapter à sa vision et essayer de la comprendre et d'être le plus proche de ce qu'il a envie de voir à l'image. La préparation, effectivement, on va avoir beaucoup de préparation, notamment des discussions, voir des fois citer quelques références, aller voir des films ensemble. Le réalisateur généralement a une vision claire, scène par scène, de tout ce qu'il a envie de voir au final par rapport à son film. Donc la première phase, c'est de comprendre cette vision, c'est de voir un peu. Et bien sûr, bon, ça ne veut pas dire que ça exclut un peu notre collaboration, parce que les 7 collaborateurs les plus importants sont là pour concrétiser cette image. Et là, je vais revenir au film de Marzak Aloueche. Vous avez collaboré avec le réalisateur, je pense, à plusieurs reprises, notamment dans ce dernier film, Première ligne. Voilà, Première ligne, ce dernier film, Première ligne. اليوم نقلبوها شوفوا ولادي حنا جينا بكري بالعاني باش نشدوا البلاصه الاولى قبل ما يجوا لي زونفايسور فوالا اي وشنو هذا ما راناش نشوفوا انا جايه بكري باش نشد البلاصه في الصف الاول كاش ما يكمسوا لك ما تعرفيهاش هذه مدام انا واحد ما يكملش انا انسان حقاني ونخدم خدمتي سي قدوري كيما وصيتني وي على البحر كيما يحب الخاطر مرحبا بكم يا قدوري ريحي خلينا من هاد الحكايات هذوما راكو درتونا التشوالق زربتوا علينا ولا سقطوهم في الباراسول ما خليتوناش نشوفوا البحر اسمعي راكو حابين تشوفوا البحر ما عليكم غير تروحوا تعوموا سمعتي
واش كاين واش بك مقلق؟ سرقوا لي التليفون ديالي. هادي تربيتك وليدك سراق. ولادي سراقين. Les choix techniques que vous avez pris pour ce film? La difficulté de ce film, déjà, c'est que l'histoire se déroule en une journée. Alors que bon, nous, pour tourner cette journée, on va prendre 21 jours à peu près. C'est ce qu'il a fallu pour tourner tout le film. Et on doit faire passer cette journée. Donc la deuxième difficulté, c'est la saison. La saison où on a travaillé, c'était en novembre, avec des variations de météo qui étaient... On était un peu à la merci de la météo. Tout le film se passe du début, très tôt le matin, jusqu'au coucher du soleil. Comment vous faites, c'est-à-dire pour gérer toutes les contraintes de la lumière, entre la lumière artificielle et la lumière, je dirais, naturelle? En fait, moi, j'avais élaboré une stratégie en disant que l'orientation du décor par rapport au soleil, parce que c'est la source principale, est quasiment, je vais dire quasiment unique, parce nous n'avons pas utilisé de lumière additionnelle. Tout ce qui a été utilisé comme technique, c'est comment contrôler cette lumière principale et la diffuser, la détourner, l'adoucir, l'amoindrir. Donc c'est avec différents accessoires qu'on utilise, mais tout le film a été fait quasiment en lumière naturelle. Mis à part les quelques intérieurs, parce que hormis le fait que ça se passe en une journée à la plage, on a quelques scénettes qui se passent dans une supérette ou une scénette qui se passe dans un cybercafé ou dans un commissariat. Tout ce qui s'est passé au niveau de la plage a été tourné en lumière naturelle. C'était aussi une demande de la mise en scène. Merzak Aloueche veut tourner d'une façon très, très rapide et limite viscérale. Il ne veut pas que les acteurs attendent. C'est pour garder cette forme d'énergie, peut-être Oui, souvent, pour les quelques films que j'ai eu à faire avec lui, c'est quelqu'un qui aime l'efficacité et c'est quelqu'un qui veut aussi préserver cette énergie que le comédien dégage. Donc voilà, c'était aussi un parti pris de la mise en scène, de ne pas... Et quelle a été votre vision esthétique pour ce film-là? Alors la vision esthétique, c'était, lors d'une discussion, Merzak Aloueche m'avait dit, moi je veux des tons chauds, saturés, je veux que ça soit quand même assez, pas festif, mais estival, avec que ça sente la comédie, quoi. Bon, les gens qui vont voir le film vont comprendre que ce n'est pas juste une comédie. On est toujours dans la comédie satirique avec voilà, exactement. Donc il y a une trame de comédie. Et donc voilà, c'était les désirs du réalisateur, c'était de rester sur des tons assez saturés, avec le choix des costumes bien sûr, et du décor qui vont bien sûr suivre ce leitmotiv qui est vraiment d'avoir cette chaleur toute la journée. Pour souligner le ton de la comédie, mais il y a une continuité visuelle. Comment on assure cette continuité visuelle? Alors bon, déjà, d'abord concernant la plage, la difficulté, c'était pas la continuité, au contraire, c'était faire dérouler la journée. Oui. C'est-à-dire la journée commence très tôt le matin, donc, avec une lumière qui est au zénith à un moment donné, qui va décliner jusqu'au coucher du soleil. Ça a été la principale difficulté, bon, qu'on a pu contourner. Déjà, bon, on a eu de la chance parce que par rapport à l'orientation du décor, on avait le soleil qui était tout le temps d'un côté du décor, qu'il n'allait pas passer. Bon, c'est un détail technique, mais qui a eu son importance par rapport à la maîtrise de cet élément. Après, concernant la continuité dans tout un film, c'est ça la question. Oui. Alors, on a ce souci constamment quand on tourne un film, même au sein d'une séquence, quand on va changer de valeur de plan, quand on est plus ou moins large, plus ou moins serré ou moyen, ou quand on change d'axe de la caméra, on a ce qu'on appelle l'étalonnage qui va nous permettre après de faire les raccords. Ça, c'est le travail en post-prod. Ça, c'est de la post-production. Oui. Et c'est vrai que bon, pour ce film, il y a eu un travail quand même assez important pour la post-production, parce que ça a joué aussi sur la tonalité de la lumière qui passe
de très chaud le matin vers bleu au milieu et chaud vers le coucher de soleil. Là, l'étalonnage a joué un rôle quand même assez important. Et on a souvent parlé de l'émotion à travers l'image aussi, de l'émotion à travers l'image, parce que le travail de la lumière, c'est l'image, travailler sur l'image. C'est un travail très difficile. Et comment on arrive à traduire une émotion par l'image? En utilisant, je dirais, les accessoires ou le matériel que vous êtes pour la lumière, je parle. Là, je parle au chef opérateur. Non, excusez-moi. Là, je parle au directeur photo. En fait, le langage cinématographique, c'est un langage qui s'apparente un petit peu à du solfège. Il y a une sémantique, il y a un langage. Un vocabulaire un vocabulaire, exactement. Et qui s'apprend dans les écoles ou au fil du temps, si on a beaucoup de bonnes expériences, parce que si on a toute une vie passée à faire des mauvaises expériences, on ne va pas apprendre ce solfège. Et ce solfège-là ne s'adresse pas à l'intellect, il s'adresse à l'archaïsme. C'est un peu compliqué, je vais expliquer. C'est-à-dire, ce langage s'adresse à tout ce qui est émotionnel et pas réflexion. Oui. C'est ce qui fait que tous les films, quelle que soit leur langue ou leur culture d'origine, sont compris par tout le monde. Donc ce solfège est universel. C'est un peu comme la musique. Et ce langage a ces normes qu'il faut maîtriser. Alors soit on utilise les règles dans leur sens, c'est-à-dire littéral, ou bien on peut transgresser les règles pour essayer de provoquer l'inverse. Un exemple très simple, c'est quand on parle d'une règle qui s'appelle l'articulation de point de vue. Et le point de vue, quand je filme quelqu'un face caméra, qui est en train de regarder la caméra, et qu'il articule un point de vue, c'est-à-dire il nous montre qu'il est en train de regarder quelque part, la règle dit que le plan d'après doit être ce qu'il est en train de voir. Donc je mets la caméra à l'endroit du comédien et je montre ce qu'il est en train de voir. Si je respecte cette règle, là j'assouvis le désir du spectateur. Parce que le spectateur, il ne comprend pas, mais il ressent. C'est là où on rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire faire ressentir une émotion. Mais si je ne montre pas ce qu'il est en train de regarder, là, je crée une frustration. Et là, je crée l'effet inverse. C'est avec ces outils-là qu'on arrive à faire ressentir des émotions, voire des fois des émotions très fortes ou inattendues. Et le spectateur, quelle que soit son origine, quel que soit son niveau d'instruction, va comprendre ce langage. Merci pour ce cours. Hein. Alors là, vous avez vu, merci pour ce cours. Et en plus, gratuit. Hein. Alors, pour revenir, parce que vous voyez, à travers cette discussion, à travers cette interview, je sens que vous insistez, parce que vous le dites, sur la formation. On ne peut pas s'improviser directeur photo ou chef opérateur. Parce qu'il y a une formation préalable, déjà, pour arriver à cette réflexion, à utiliser comme il faut, où il faut, et pendant, et c'est-à-dire les outils, l'accessoire, on ne peut pas s'improviser. Là aussi, vous tenez, il y a eu des coups de gueule de votre part, je vous suis, il y a eu des coups de gueule de votre part, cette négligence et parfois même ce mépris vis-à-vis, c'est-à-dire de la formation ou du métier. On galvaude, quoi, galvauder, le terme galvauder les choses. Et je tenais à avoir votre avis sur cela. En fait, c'est... Là, on est dans la phase coup de gueule. Hein. Coup de gueule, d'accord. Je vais essayer de ne pas être... Trop, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, avec l'avènement des nouvelles technologies, la miniaturisation, le fait d'avoir des téléphones très puissants, et donc c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut prendre sa caméra, son téléphone et faire un film. Et d'ailleurs, j'encourage les jeunes à le faire pour essayer d'appréhender, de comprendre comment ça fonctionne. Quand il s'agit de faire du cinéma, ça c'est différent. C'est-à-dire, tout le monde a le droit de faire un film, mais n'importe qui ne peut pas faire du cinéma. C'est un art, c'est un langage, c'est des études, c'est un cursus, mais c'est aussi et surtout un bagage culturel. Parce que connaître une technique sans avoir, ça je pense que c'est pareil pour tous les arts. Si nous n'avons pas un bagage culturel, nous ne pouvons pas nous exprimer ou être créatifs. Encore une fois, merci pour ce cours. Et nous allons nous arrêter là. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir, un réel plaisir. Et je vous dis à bientôt et bonne continuation sur d'autres projets à Motil Lagoun. Merci beaucoup. Alors, nous allons recevoir notre second invité, Béor, réalisateur photographe.
Léo, bienvenue à vous et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir, un énorme plaisir. Alors, concernant votre métier, c'est-à-dire le métier de réalisateur, photographe, mais ce que j'ai pu converser avec vous en off, c'est que vous souhaitez constituer dans le domaine audiovisuel une passerelle entre l'Algérie et la communauté, notre communauté algérienne installée en France, pourquoi pas aussi dans toute l'Europe. Et est-ce que vous avez des actions, c'est-à-dire une action concrète à ce niveau-là pour constituer cette passerelle? Vous êtes en train de le faire actuellement? Bien sûr, on est en train de faire, on a un projet actuellement aussi d'ouvrir un centre de formation pour les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Ramener justement des réalisateurs, des acteurs vraiment du cinéma et de l'audiovisuel en Europe et ailleurs aussi, parce qu'on ne s'est pas vraiment arrêté sur l'Europe. On a aussi beaucoup de personnes qui sont aux États-Unis, en Asie, qu'on veut vraiment ramener en Algérie pour nous aider à former aussi certaines personnes ici. Donc on n'est pas là pour imposer une façon de faire ni autre, hein. C'est juste apporter différentes façons de travailler et apporter différentes pistes de travail pour ceux qui sont ici et avec qui on a envie de créer justement des projets qui vont aller d'Algérie à l'extérieur. Encore une fois, je reviens de cette discussion off. J'ai senti chez vous ce besoin viscéral, c'est-à-dire de faire cela et de travailler en Algérie, ce besoin de, je sais pas, d'offrir quelque chose et en quelque sorte d'offrir, de donner en retour quelque chose. Aujourd'hui, j'ai fait un retour aux sources qui est clair. J'ai entendu un discours qui m'a beaucoup plu de par le président. Donc je suis revenu en Algérie depuis le mois de décembre. Je suis là pratiquement tout le temps. En France, depuis plus de 15 ans, avec ma structure, on a formé plus de 400 jeunes issus de la banlieue qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une formation dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu qui est très très fermé, le cinéma et l'audiovisuel. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire en Algérie tout simplement. Donc on est en train de préparer des formations pour des jeunes, pour leur donner accès à ce monde-là auquel ils n'ont pas accès, pas qu'en Algérie, mais vraiment dans beaucoup de pays dans le monde. Justement, quand vous dites un secteur très fermé, vous êtes en train de souligner, en parlant de notre communauté, secteur très fermé, le monde du cinéma en Europe, en France. Non, le monde du cinéma, de toute façon, c'est simple. C'est beaucoup de réseautage, c'est beaucoup de pistons, c'est beaucoup de tout ça. Donc c'est partout pareil. Aujourd'hui, une école, pour l'exemple de la France, une école de cinéma, c'est entre 8 et 16 000 euros l'année. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui auront les moyens de se taper en France. Parce que je vois une nouvelle génération qui est en train, en quelque sorte, d'exploser. Et je ne parle pas aussi de votre ami, je parle de Fianso, de Sofiane. Il y avait avant, Bouadjila. Après, c'est une génération qui a beaucoup travaillé en France. Donc, c'est des personnes qui sont issues de l'immigration, qui ont pu accéder à certains milieux, parce que la France, à ce moment-là, elle avait aussi un besoin ethnique dans le petit écran. Je parle de ces dernières années, même pas il y a 10 ans, 15 ans. Il y a Tahar Rahim, par exemple, qui a explosé dans le film Prophète, qui a été salué par toute la critique, plusieurs prix, qui tourne aux États-Unis, d'autres acteurs. Bon. Mais il y a cette volonté aussi de leur part aussi de faire des films ici. Alors, la volonté, elle a toujours été là. C'est juste nous laisser passer qui a été un gros problème. En France, moi, je prends mon exemple. Oui, exact. Quand j'ai voulu aller faire du cinéma en France, quand j'ai eu cette passion pour l'acting, on m'a toujours proposé des rôles de quartier, toujours très dégradants. Terroriste, quartier. Même aujourd'hui, même après avoir joué dans pas mal de films en France, même après avoir réalisé des choses, on arrive toujours à ce truc-là. On me dit, on vous propose, je suis appelé pour jouer dans des films, mais on propose des films qui sont vraiment très très dégradants pour notre communauté. Et c'est pas des rôles qui nous intéressent. Donc il a fallu, en gros, je suis vraiment venu dans ce monde de la réalisation à cause de ça. Pour proposer autre chose. Pour proposer, pour avoir aussi accès, parce que quand on vous ferme une porte et les fenêtres sont fermées aussi, il faut créer votre propre porte, tout simplement. Donc revenir dans la réalisation, ça a été aussi dû à peut-être une frustration qu'on ne nous laisse pas faire ce qu'on a envie de faire non plus. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'apporter cette aide et cette porte ouverte à une jeunesse en Algérie qui le veut, tout simplement. Pour nos chers téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, il y a quelques années, vous avez connu un drame et qui a été porté sur le petit écran. Exactement. Votre fille a été kidnappée, mais vous l'avez retrouvée tout seul, 72 heures après. C'est exactement, avec des amis à moi, on l'a retrouvée à 400 km de Paris, séquestrée. Sans l'aide de la police. Exactement. Et après, par la suite, on a ouvert une association qui a retrouvé 221 enfants aujourd'hui, depuis 7 ans. Et j'ai été contacté pour faire adaptation de mon histoire, de mon vécu sur le petit écran. Et c'est Eric Cantona qui joue mon rôle.
Ouais. Mais bientôt, la même histoire va Bah, être là, on projetée est en- sur le... Voilà. Alors là, on est sur la fin du projet en lui-même. Donc on a quelques mois de commencer. Le long métrage sur mon histoire, justement. Et on est des Franco-Algériens, c'est des Algériens, tout court. Parce que moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas franco-algérien, je suis algérien. Je sais. Voilà, donc on est entre Algériens à faire ce projet-là et on est en train de tout faire pour que ça se passe très bien et qu'on raconte l'histoire vraiment comment elle s'est passée. Quel élément doit prendre le réalisateur dans sa démarche artistique, l'élément en considération? S'approcher au maximum de la réalité et ce qu'on a écrit surtout. Parce que pour moi en tout cas, en tant que réel, là où je vais être vraiment content de ce que je fais, c'est quand je fais un film et que je puisse t'envoyer exactement ce que je veux faire ressentir aux gens. Je pense que c'est l'élément important. Après, il faut avoir une bonne équipe et surtout un très bon scénario. C'est très important. Alors, 4 petites questions. Je t'écoute. Quel est le film que vous auriez souhaité tourner? Dans le monde ou Dans le monde, oui. Dans le monde, je pense qu'un film comme Hit peut-être. Ouais. Hit, j'aurais bien voulu tourner un film comme ça ou Le Parrain. Quel acteur vous souhaiteriez avoir dans votre film? Acteur, et je parle aussi de comédienne. Algérien? Oui, algérien. Il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns, mais aujourd'hui, on va dire... En franco-algérien ou algérien? Franco-algérien, allez. Allez, non, franco-algérien, franchement, il y a un monsieur qui a commencé, qui a pas très longtemps dans le cinéma, mais qui fait vraiment un ravage. Ouais, Fianso, c'est quelqu'un que j'ai vu sur le plateau. Bon, c'est un ami, donc du coup, c'est un peu différent, je peux te dire la même chose. Mais là, les projets qu'on a ensemble, même pour moi, une histoire à moi, je lui dis clairement, il faut que ce soit toi qui le joue et personne d'autre, quoi. Tu vois. Alors, vous me tendez la perche. Quelle histoire vous aimeriez raconter sur grand écran? Sur grand... à part la mienne, on va dire. Moi, mon rêve, ça serait vraiment de faire une série documentaire sur les héros de la guerre d'Algérie, sur les membres du FLN. J'aurais voulu faire une série, une saison sur chacun d'entre eux. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin... Vous savez, le problème que j'ai moi aujourd'hui, quand je vois le monde comme il est par rapport à l'Algérie, c'est qu'on n'exporte pas assez l'histoire de l'Algérie dans le monde. Et faire une série comme celle-là, vous voyez, la bataille d'Alger, elle a été vue mondialement, ça a été un chef-d'œuvre qui a été n'importe où dans le monde. J'ai même le poster chez moi de l'affiche. Je modifie un petit peu, mais bon, je l'ai. Il figure parmi les plus grands films de tous les temps. Exactement. Donc, peut-être aujourd'hui, on fait beaucoup de cinéma pour l'Algérie, mais on ne fait pas beaucoup de cinéma pour l'étranger. Et je pense que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Donc, si on pouvait faire une très grosse série qui peut être diffusée dans le monde, de par notre histoire qui est juste extraordinaire. Aujourd'hui, on est reconnu à Cuba. Quand je marche dans Cuba, que je suis algérien, on me sort tout de suite la visite de leurs héros en Algérie, que ce soit en Afrique du Sud aussi. On a une histoire qui est reconnue dans beaucoup de monde, dans beaucoup de pays dans le monde et on ne s'en rend pas compte. Donc si on peut leur offrir des chefs-d'œuvre cinématographiques à ces gens-là, je suis le plus heureux du monde. Merci. C'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Merci encore beaucoup une fois d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie, j'espère à la prochaine. J'espère que vous allez peut-être être derrière ces projets. Vous allez présenter peut-être ces documentaires, cette série de documentaires qui vous tient à cœur apparemment. J'aimerais énormément et pour cela, j'ai envie de m'entourer aussi de la jeunesse algérienne et des gens d'Algérie parce que je suis vraiment... là, on va lancer des sessions de formation pour les jeunes en Algérie. Ouais. Et je veux vraiment justement les former et qu'ils puissent venir travailler avec nous pour créer cette synergie pour pouvoir le faire. Alors je vous propose de rester avec nous. Je lance cette petite sélection Cinespot de films à voir absolument sur grand écran. J'ai repensé au principe de l'émission. En fait, pendant 30 jours, le pays entier va chercher à me tuer. C'est dingue. Le remake de cette fin d'année, Running Man, après la version de 1987 avec en vedette Schwarzenegger, voici un nouveau venu dans la galaxie des gros bras. Dans le rôle de Ben Richard, l'acteur Glenn Powell. Retenez bien ce nom, un mélange entre Jason Statham et Bruce Willis. Humour, coup de poing et cascade à vous couper le souffle. Sans oublier bien sûr comme arrière-plan un portrait dressé au vitriol à l'encontre des émissions de télé-réalité.
Il ne faut surtout pas oublier que ce film est une adaptation du roman qui porte le même nom de Stephen King. L'histoire, un homme vivant dans une situation précaire décide de participer à un jeu mortel pour sauver sa fille dont il ne peut payer les soins médicaux. J'ai besoin d'armes, de fausses identités et d'un camouflage. Nom de Dieu, c'est du C4? Je regrette, c'est pas à vendre. Bienvenue aux équipiers en crise. Je suis votre animal de thérapie, Dr. Fuzzby. Greg, on a déjà parlé de ça. Qu'est-ce que ça fait à Marlon? Ça le met mal à l'aise. Oui. Et Francine, Clark est peut-être une souris, mais il est d'abord ton équipier. Zootopie 2, j'ai dit Hobbs et Nick Wilde, le duo de choc de retour pour une nouvelle enquête dans un film d'animation qui nous promet beaucoup de surprises. Voilà, c'est déjà fini pour cette émission. Je vous dis bon film et à très bientôt. Et nous fonctionnons bien, plus que bien même. Et nous avons, genre, sauvé une ville, donc notre présence ici ressemble à un énorme malentendu. Lapin, renard. C'est une mission qui se joue à qui tout double. Si vous échouez, je vous sépare. Aucun serpent n'a jamais mis les pieds à Zootopie. Hobbs et Wild, Wild et Hobbs, une équipe de rêve. Désolé, Paul.